Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ 1 million d'abonnés. Ça y est, on y est. 7 ans après la création de cette chaîne, on atteint ce palier symbolique du million d'abonnés. Alors évidemment, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de tous vous remercier. Vous remercier pour votre fidélité, vous remercier pour votre implication sur cette chaîne. J'ai évidemment une pensée toute particulière à ceux qui étaient là au début, ceux qui ont suivi l'évolution de la chaîne, ceux qui ont connu le précepteur à l'époque où c'était encore une chaîne de pédagogie. C'est vraiment une grande aventure que vous m'avez permis de vivre, une aventure pas seulement professionnelle d'ailleurs, également personnelle. 7 ans à explorer la pensée des grands philosophes, 7 ans à partager des réflexions, à partager des visions du monde. Et je dois vous dire que je suis vraiment très fier de ce parcours parce que je suis parti non pas de rien, parce qu'on ne part jamais de rien, mais de pas grand-chose. J'ai enregistré mon premier épisode sur Schopenhauer depuis un petit micro-ordinateur HP, sans micro, sans caméra, sans script. C'était de la totale improvisation, c'était totalement expérimental, et je ne pouvais pas me douter un seul instant à cette époque que le précepteur allait devenir une chaîne à 1 million d'abonnés. J'ai presque de la nostalgie quand je repense à cette époque, parce que c'était de l'émulation, c'était de l'enthousiasme, c'était de l'inconnu. Et évidemment, les choses évoluent, donc la chaîne a évolué, ma manière de travailler a évolué, mon approche est devenue progressivement plus professionnelle, plus rigoureuse aussi. Et cette professionnalisation, elle m'a permis de toucher une audience de plus en plus large, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai pu envisager de quitter mon travail de professeur particulier pour me consacrer à 100% à la chaîne. Et je dois dire que c'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, parce qu'autant j'aimais beaucoup mon métier de professeur particulier, autant depuis que je travaille à plein temps sur ma chaîne, je dois dire que je n'ai jamais été aussi épanoui. J'ai vraiment la vie dont je rêvais aujourd'hui, une vie de lecture, une vie d'écriture, une vie de réflexion, une vie qui pourra paraître austère et monastique pour certains, mais qui correspond vraiment à mon idéal de vie. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long pour cette introduction. Si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui va changer maintenant qu'on a atteint le million d'abonnés, je vous réponds clairement, rien, absolument rien. On va continuer exactement sur notre lancée, on va continuer à essayer de faire du bon travail. Je vais continuer à explorer la philosophie avec vous, je vais continuer à vous partager le fruit de mes recherches, le fruit de mes réflexions. Et tout ce que j'espère, c'est vous voir de plus en plus nombreux à m'accompagner dans cette aventure et à venir sur cette chaîne pour chercher matière à penser. Donc on y va, c'est parti. Première question. Quelle a été ta première pensée, émotion lorsque le million est apparu ? Alors pour être tout à fait honnête, je dois dire que je n'ai pas été particulièrement ému quand j'ai vu que la chaîne avait atteint 1 million d'abonnés, tout simplement parce que je savais que ça allait arriver. On s'en approchait progressivement depuis quelques mois. Et donc vous savez, c'est comme quand on va bientôt fêter son anniversaire, on se dit qu'on a déjà l'âge qu'on s'apprête à avoir. Donc quand on a atteint le million, je me suis dit, ça y est, on y est, mais je n'ai pas eu un sentiment d'exaltation particulier. En réalité, la première pensée que j'ai eue, c'est de me dire, quand on va me demander combien j'ai d'abonnés sur ma chaîne, ce sera beaucoup plus facile de répondre, parce que dire 960 000, 970 000, c'est un peu long, alors que 1 million, c'est beaucoup plus simple. J'aime bien les arrondis, j'aime bien les nombres entiers, donc 1 million, c'est un côté pratique que j'apprécie beaucoup. Question suivante. Quand tu vois 1 million, est-ce que tu penses aux 2 millions à venir ou au zéro du début ? Très honnêtement, je ne pense pas du tout aux 2 millions à venir, déjà parce que je n'en fais pas un objectif en soi. Pour moi, 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est très bien, mais à partir d'un certain niveau, ça devient très abstrait. C'est-à-dire que c'est très compliqué de se représenter dans sa tête 1 million de personnes. Donc en réalité, pour moi, 1 million d'abonnés, c'est pas du tout concret, c'est pas du tout palpable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un palier symbolique, parce qu'effectivement, 1 million, c'est symbolique, mais au-delà de ce symbole, ça n'a pas vraiment de signification. Donc non, je ne pense pas du tout aux 2 millions d'abonnés à venir, je n'en fais pas un objectif, d'autant que si on tient compte du temps que j'ai mis pour atteindre 1 million d'abonnés, 2 millions, je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, ça me paraît vraiment très lointain. Question suivante. Qu'est-ce qui a changé dans ton état d'esprit entre les 100 000 et le million ?
Eh ben, ce qui a changé justement, c'est le fait que je ne fasse plus du chiffre, de la statistique, un objectif, une fin en soi, parce que je dois être totalement sincère avec vous, il y a eu une période pendant laquelle je regardais mon compteur d'abonnés, je souhaitais augmenter mon nombre d'abonnés. Je dirais que j'ai eu à un moment donné, non pas l'obsession du chiffre, mais en tout cas la préoccupation du chiffre. Et je pense que ça correspond justement au moment où j'ai atteint les 100 000 abonnés, parce que ce qui se passe quand on atteint 100 000 abonnés, c'est qu'on prend conscience du potentiel de la chaîne. En fait, je dirais que le palier des 100 000 abonnés est beaucoup plus important, mentalement et psychologiquement, que le palier du million d'abonnés. Parce que c'est passer d'une petite chaîne à une chaîne moyenne, et donc c'est un peu comme passer de l'école primaire au collège. Quand on passe de l'école primaire au collège, on a vraiment l'impression de changer de monde, on a vraiment l'impression de jouer dans la cour des grands. Et surtout, on se dit que si on a pu atteindre 100 000 abonnés, rien n'empêche théoriquement qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Et je dirais qu'il a fallu que j'en passe par cette période de préoccupation du chiffre, précisément pour m'émanciper de cette préoccupation, c'est-à-dire pour pouvoir me concentrer sur mon travail et me désintéresser totalement du nombre d'abonnés. Mais en même temps, il faut savoir que quand j'ai atteint les 100 000 abonnés, j'étais encore professeur particulier, autrement dit, j'avais une activité professionnelle à côté de mon travail sur ma chaîne, et qu'à ce moment-là, non seulement je n'envisageais pas de quitter mon travail pour me consacrer à 100% à ma chaîne, mais je n'envisageais même pas de l'envisager. Et donc fatalement, quand j'ai commencé à voir le compteur d'abonnés augmenter, le compteur de vues augmenter, et que j'ai commencé à toucher des revenus en conséquence, s'est posé à moi la question de savoir si j'allais continuer mon travail ou si j'allais l'arrêter. Mais sauf que pour pouvoir prendre cette décision, prendre la décision de quitter mon travail de professeur, il fallait impérativement que je sois sûr et certain de pouvoir vivre de ma chaîne. Et ça, à un moment donné, ça a été source d'une certaine anxiété, parce que en quittant mon travail de professeur, je faisais une croix sur des revenus réguliers et je me jetais dans l'inconnu. Il faut savoir que je viens d'un milieu populaire, d'un milieu modeste comme on dit, même si je n'aime pas trop cet euphémisme parce que être pauvre, ce n'est pas un trait de personnalité. Mais tout ça pour dire que je viens d'un milieu où on a conscience de la valeur de l'argent, de la valeur du travail et du fait que quand on se rate, on n'a pas de filet de sécurité. Moi, je n'ai jamais été en situation où mes parents pouvaient m'aider financièrement ou pouvaient me prêter un appartement dont ils étaient propriétaires. J'ai toujours dû compter sur moi-même et sur mon travail. Et donc, là d'où je viens, quitter son travail, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, mon nombre d'abonnés a été une préoccupation pour moi, parce que je ne voulais pas me lancer dans cette aventure sans savoir où j'allais. Question suivante. Penses-tu qu'entre ton toi d'avant, c'est-à-dire au début de la chaîne, et ton toi d'aujourd'hui, il y a eu un grand changement dans tes idées et dans ton approche de la vie? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on est le plus mauvais juge de sa propre évolution, tout simplement parce que on passe 100% de son temps avec soi-même. Donc c'est très difficile de saisir les discontinuités dans notre rapport au monde, dans notre vision des choses. En revanche, sur le plan professionnel, je pense que j'ai pas mal évolué dans ma manière de travailler et notamment dans la manière de préparer mes épisodes. C'est-à-dire qu'au début, j'improvisais tout. Je n'écrivais rien, je ne savais même pas ce que j'allais dire avant de lancer l'enregistrement. C'est l'épisode expérimental sur Schopenhauer dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire je lance l'enregistrement et j'assiste à ma propre improvisation. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que le précepteur allait devenir une chaîne importante de philosophie sur laquelle j'allais parler de dizaines et de dizaines de philosophes. Donc à un moment donné, il a fallu que je mette plus de rigueur et plus de préparation dans la création de mes épisodes, d'autant que dans les premiers temps, et d'ailleurs peut-être pas seulement dans les premiers temps, mais en tout cas dans les premiers temps, il est certain que j'ai commis des petites erreurs. Quand je dis que j'ai commis des petites erreurs, je parle d'erreurs factuelles, c'est-à-dire que il m'est arrivé de dire dans certains épisodes des choses qui étaient fausses. Par exemple, dans mon tout premier épisode sur le stoïcisme, à un moment donné, je fais référence à la célèbre anecdote d'Épictète. Vous savez que Épictète était un esclave, et la légende raconte qu'un jour, son maître, pour le punir, lui a placé la jambe dans un instrument de torture, ce à quoi Épictète a réagi en disant « Mais tu sais, tu vas finir par me la casser, cette jambe ».
justement pour montrer le détachement du stoïcien par rapport à la douleur. Et l'erreur que j'ai commise dans mon épisode, la double erreur même, ça a été premièrement de parler non pas de la jambe mais du bras d'Épictète, et en plus j'ai dit que c'était Épictète lui-même qui avait raconté cette anecdote. Alors qu'en réalité, il s'agit d'une anecdote rapportée dont on ne connaît même pas l'auteur, et dont il y a tout lieu de penser que ce soit totalement inventé. Épictète, à un moment donné, rapporte une anecdote. Il disait que on essayait de lui casser le bras en lui faisant une clé, quoi, en le tordant. Et il avait dit tu vas finir par me le casser, ce bras. Donc ça, c'était une de mes erreurs, mais il y en a eu d'autres. Par exemple, dans un de mes épisodes sur Platon, je parle du banquet de Platon et je fais référence au mythe des androgynes. Mythe des androgynes que j'attribue à tort à Diotime, au personnage de Diotime, alors qu'en réalité, le mythe des androgynes, c'est Aristophane. Vous vous souvenez du mythe des androgynes chez Platon ? Dans le banquet de Platon, Diotime nous explique que l'origine du désir, c'est la séparation de l'humain originel en deux êtres distincts, homme et femme. Quand j'y repense quand même, je me dis mais comment j'ai fait pour laisser passer ce genre d'erreur ? Parce qu'aujourd'hui, si on me dit mythe des androgynes, Aristophane, pour moi, l'association elle se fait automatiquement. Mais je pense qu'à l'époque, je n'étais pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui, aussi à l'aise avec les auteurs, avec les références, que mes souvenirs s'emmêlaient, s'enchevêtraient les uns les autres. Pareil, dans mon premier épisode sur David Hume, j'ai dit que Hume était un philosophe anglais au lieu de écossais. Ce genre de petites erreurs qui ne sont pas très graves en soi, mais qui, mises bout à bout, peuvent donner une impression de négligence. Donc voilà, si je devais résumer mon évolution entre le début de ma chaîne et aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus attaché à la rigueur, beaucoup plus attaché à l'exactitude, même si je suis persuadé qu'il m'arrive encore de faire des erreurs. Question suivante. Qu'est-ce qui, d'après toi, galvanise autant les foules auprès du précepteur quand les autres youtubeurs de la philo ont du mal à ramener 100 000 abonnés au mieux ? Alors, la question de qu'est-ce qui fait que ma chaîne rencontre le succès, pour ma part, je l'attribue à un facteur essentiel, qui est le facteur de l'accessibilité. Quand je dis l'accessibilité, je veux dire par là que quand je fais un épisode, même si je parle d'une pensée difficile, technique, même si j'emploie des mots du jargon philosophique, je fais toujours mon maximum pour que mon propos soit le plus clair et le plus concret possible. C'est-à-dire qu'il y a, selon moi, une tendance fâcheuse dans une certaine vulgarisation de la philosophie et même dans une certaine vulgarisation tout court, qui est de vouloir donner l'apparence d'un discours accessible et concret, mais qui, en réalité, se retrouve mélangé à du jargon et à des concepts techniques qui rendent finalement le propos très opaque. Pour moi, faire de la vulgarisation, ce n'est pas saupoudrer un propos technique et complexe de mots jeunes et de formules fun. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui me différencie d'une grande partie de l'offre en termes de vulgarisation de la philosophie, c'est-à-dire que je tiens vraiment et profondément à ce que tout ce que je dis soit compris. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin en disant que ce n'est même pas un effort de ma part de rendre la pensée accessible et de rendre la pensée concrète. Je dirais que ça correspond à un mécanisme qui est naturel chez moi. Venant d'un milieu populaire, venant d'un milieu prolétaire, là d'où je viens, quand on prend la parole, c'est pas pour s'écouter parler. C'est pas pour faire des grandes phrases qui sonnent bien mais que personne ne comprend. En fait, ma vision des choses, c'est que quand on parle sans avoir le souci d'être compris, c'est soit qu'on n'a pas de respect pour son auditeur, soit qu'on a le luxe de pouvoir se permettre de ne pas être compris. Donc il y a quelque chose de finalement assez bourgeois dans une certaine approche de la vulgarisation qui consiste à croire qu'il faut impérativement employer des mots techniques ou des mots complexes pour donner l'impression à son auditoire que ce qu'on dit est intelligent. Il m'arrive parfois d'écouter ou de regarder des vidéos de vulgarisation et d'être frappé par le fait que ce qui semble préoccuper le vulgarisateur, c'est de prouver à tout le monde à quel point il est savant.
à quel point il a lu, à quel point il a étudié, à quel point il a bien appris sa leçon. Et il se trouve que mon approche, eh bien, c'est diamétralement l'opposé. C'est-à-dire que mon approche, c'est d'essayer de transmettre une réflexion que je pense profonde, que je pense subtile et pertinente, mais en effaçant au maximum toutes les traces de technicité. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui ont l'impression que mon approche de la philosophie est superficielle. Mais en réalité, c'est parce que ces personnes-là sont tellement attachées à la forme du discours, elles sont tellement attachées à l'emploi du jargon technique, qu'elles ne voient pas qu'on peut développer une pensée subtile et profonde sans recourir à ce jargon technique. En fait, je pense que la plupart des gens ne veulent pas qu'on s'adresse à eux comme si c'était des élèves ou comme si c'était des enfants. Et donc, quand j'essaie d'expliquer la pensée d'un philosophe, je ne le fais pas en me positionnant comme un professeur ou en me positionnant comme un adulte qui parlerait à des enfants, je le fais en tant que Charles qui s'adresse à des gens normaux. Question suivante. Quelles autres chaînes de qualité sur la philosophie conseilleriez-vous à vos auditeurs ? Ah, alors ça tombe très bien parce que j'ai justement une nouvelle chaîne de philosophie à vous faire découvrir. Je dis nouvelle parce qu'il y a quelques mois, je vous avais déjà parlé de la chaîne de Cosmos. Bon, Cosmos maintenant bien implanté dans le paysage de la vulgarisation de la philosophie sur YouTube. Je vous avais également parlé de Philoman, donc Philoman qui a atteint quasiment les 10 000 abonnés. Vous avez été assez nombreux à rejoindre sa chaîne après que je vous en ai parlé. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir une nouvelle chaîne qui s'appelle MLH Orion, Orion comme la constellation, ou comme le personnage du chasseur dans l'Odyssée d'Homère. Je suis tombé sur cette chaîne il y a quelques semaines, c'est l'algorithme qui m'a suggéré la vidéo sur la liberté et le déterminisme. Ces exemples montrent que même dans un monde où tout est déterminé, il y a tout de même une notion relative à la morale qui est assez intuitive pour chacun de nous. La distinction entre des actes volontaires et des actes involontaires reste tout de même présente, même dans un monde déterministe. Et depuis, j'ai un petit peu exploré cette chaîne, notamment la vidéo sur le désir mimétique chez René Girard. C'est d'ailleurs cette vidéo qui m'a donné envie de faire mes 2 épisodes sur René Girard. Et comme je suis pour mettre en avant les petites chaînes de philosophie, pour les encourager à continuer, pour qu'on soit de plus en plus de créateurs à vous parler de philosophie sur YouTube, eh bien je me suis dit que j'allais vous faire connaître cette chaîne, MLH Orion. N'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'elle fait et à vous abonner à sa chaîne. Le désir mimétique, il est partout, y compris dans l'histoire. Les guerres fratricides, des nations jumelles qui vont s'entretuer. Et Girard, il montre que les plus grands conflits ont souvent opposé des peuples similaires. Le désir mimétique, il participe aussi à la jalousie amoureuse. Beaucoup de relations ne naissent pas d'un coup de foudre, mais d'un regard extérieur. Une personne devient instantanément plus désirable lorsque quelqu'un d'autre la désire. Et une deuxième chaîne de philosophie que je peux vous conseiller, c'est la chaîne de Noé Jacomet. Noé Jacomet d'ailleurs avec lequel j'ai fait un entretien sur sa chaîne. Il m'a invité pour qu'on parle de philosophie, de politique, du déterminisme, du mérite. Donc je vous renvoie évidemment à cet entretien qu'on a fait ensemble, mais je vous renvoie de manière plus générale à sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il propose. Le conatus, chez nous, il se manifeste aussi bien corporellement que spirituellement. On s'efforce de persévérer, de maximiser notre puissance d'agir, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. C'est-à-dire aussi bien dans le monde matériel que dans le monde spirituel. Quand vous regardez une vidéo comme celle-ci, pour réfléchir ou pour apprendre des trucs, ou même simplement quand vous vous divertissez, c'est l'aspect spirituel de votre conatus qui s'exprime. Au contraire, quand vous faites du sport ou bien quand vous buvez ou vous mangez, eh bien là, c'est l'aspect physique de votre conatus qui s'exprime. Le conatus désigne tout ce qu'on fait dans le but de maintenir et d'accroître notre essence et notre existence. Question suivante. Les contenus modernes, type podcast et vidéos longues, peuvent-ils se substituer à la lecture ? Alors, je réponds très clairement non, et je passe mon temps à le répéter. Rien ne vaut la lecture, rien ne vaut la confrontation directe avec le livre. Par contre, attention, je ne fais pas partie de ceux qui disent que les vidéos sur YouTube et les podcasts, ça ne sert à rien et ça ne peut être qu'une approche superficielle. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les vidéos sur YouTube, c'est forcément superficiel. Non. En fait, je pense qu'il ne faut pas confondre superficiel et parcellaire. Une vidéo sur YouTube ou un épisode en podcast, c'est forcément parcellaire au sens où, en 1 heure de temps, on ne peut traiter qu'une petite partie de l'œuvre d'un philosophe. Mais ce n'est pas parce qu'on ne traite qu'une partie de l'œuvre d'un philosophe qu'on ne peut pas la traiter de manière approfondie.
Donc évidemment, si vous cliquez sur un de mes épisodes en attendant de cet épisode qu'il vous explique la totalité de la pensée d'un auteur, vous serez forcément déçu. Mais votre déception ne viendra pas du fait que c'était une vidéo sur YouTube, votre déception viendra du fait que vous attendiez quelque chose d'impossible. Et de toute façon, comme je le dis souvent, le but de mes épisodes, ce n'est pas de vous résumer la pensée d'un philosophe, c'est de vous initier à sa pensée, c'est de vous mettre le pied à l'étrier. Autrement dit, c'est de vous donner suffisamment d'éléments pour que vous compreniez en gros de quoi parle ce philosophe, pour ensuite vous donner envie d'approfondir. Donc rien ne remplace la lecture directe des œuvres, ne serait-ce que pour l'expérience, parce que lire un auteur, c'est une expérience. Et il peut arriver que malgré tous les efforts qu'on déploie, on n'arrive pas à rendre hommage à ce philosophe, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à transmettre l'émotion, à transmettre la sensation qu'on a quand on le lit directement. Donc je dirais que les deux approches sont complémentaires, les vidéos et les podcasts pour s'initier à la pensée d'un auteur, et le livre pour s'y confronter directement. Question suivante. Comptes-tu faire des vidéos dédiées à la critique de certaines philosophies ? Alors, non, parce que la critique, c'est une approche qui ne me plaît pas, qui ne me motive pas. Un peu comme le disait Dominique Pagani dans l'entretien qu'on a fait ensemble, quand je parle d'un philosophe, c'est pour en dire le meilleur. En dire le meilleur, c'est-à-dire que je trouve que dans notre monde actuel, il y a une tendance, que je n'aime pas, qui consiste à vouloir être critique et excessivement critique envers absolument tout. En tout cas, envers absolument tout ce qui ne correspond pas à notre façon de voir les choses. Moi, l'approche que j'essaye de promouvoir, c'est celle de l'humilité intellectuelle. Et l'humilité intellectuelle, ça consiste à essayer de comprendre ce qu'a voulu dire tel philosophe avant de pouvoir ne serait-ce qu'envisager de le critiquer. Parce que si on critique un auteur sur la base, non pas de ce qu'il a vraiment dit, mais de la manière dont on l'a compris ou de ce qu'on voudrait qu'il ait dit, pour pouvoir mieux le critiquer, ce qu'on appelle faire un homme de paille, personnellement, je vois pas trop l'intérêt, mis à part l'intérêt de se faire mousser auprès de son public. Moi, ce qui m'intéresse quand je parle d'un philosophe sur ma chaîne, c'est de vous faire découvrir un autre point de vue sur le monde. Un autre point de vue que le vôtre, un autre point de vue que les points de vue qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire, au risque de paraître un peu prétentieux, d'élargir votre horizon de conscience. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que la vérité, c'est la totalité. C'est la totalité des points de vue, c'est la totalité des approches, c'est la synthèse de toutes les approches possibles. Autrement dit, il n'y a pas de point de vue qui soit sans valeur. Je pense qu'à notre époque, on a systématisé, on a normalisé l'approche critique des choses, et cette normalisation de l'approche critique des choses, je la vois comme une manifestation indirecte de notre narcissisme. Notre narcissisme, c'est-à-dire l'idée que c'est notre point de vue qui prévaut sur les autres, et que donc parler des autres n'a de sens que si c'est pour mieux mettre en avant ce qu'on pense soi-même. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, et surtout, ça ne correspond pas à ce que je vis quand je découvre et quand je lis un philosophe. C'est-à-dire que moi, très souvent, ça m'arrive de me faire des idées négatives sur un philosophe avant de l'avoir lu, et quand je me mets à le lire honnêtement, à le lire sans mauvaise foi, je me rends compte que ce que dit cet auteur est beaucoup plus intelligent que ce que j'avais imaginé. Ma façon de faire quand je lis un auteur, c'est pas de le lire en espérant qu'à chaque ligne, il va dire quelque chose avec quoi je vais pouvoir être en désaccord. Mon but, ce n'est pas de pouvoir flinguer les auteurs pour pouvoir me positionner comme celui qui a mieux compris que tout le monde, parce qu'il y a aussi ça qui se passe quand on parle des auteurs de manière critique, c'est-à-dire le sous-entendu selon lequel on aurait raison, on détiendrait la vérité, et que donc il faudrait que les gens soient d'accord avec nous. Personnellement, je ne suis pas du tout en adéquation avec cette démarche, je ne suis pas du tout aligné avec cette approche, donc je continuerai à vous faire découvrir les philosophes pour vous en dire le meilleur. Question suivante. Est-ce que tu pourrais nous faire plus de liens entre la philosophie et la politique ? Non, parce que mon but, c'est de rassembler les gens et non pas de les diviser. La politique nous divise, la politique nous oppose, et je suis fatigué de cette obsession à tout ramener à la politique. Que répondrais-tu à un détracteur qui trouverait que la ligne de ta chaîne serait confusionniste ? Je répondrais que pour un militant politique, c'est-à-dire
pour quelqu'un dont toutes les pensées sont dirigées vers la défense d'une ligne idéologique, le pluralisme est forcément vu comme du confusionnisme. Question suivante. Salut Charles, félicitations. Arrive-t-il parfois qu'à mi-chemin, tu perdes la motivation de continuer? Et comment fais-tu pour garder la consistance pour cela? Alors perdre ma motivation, non. En revanche, il arrive parfois que je travaille un petit peu trop, que je ne dorme pas assez, et que donc je finisse par éprouver une fatigue et une usure physique et mentale. Et donc évidemment, quand on accumule de la fatigue, on a parfois envie de faire une pause, on a parfois envie de se faire oublier, de prendre un mois de vacances. Mais sauf que je suis ce qu'on appelle un ergomaniaque, c'est-à-dire que j'ai une addiction au travail. Et ça m'est extrêmement compliqué de faire des pauses, de prendre des vacances. Et je dirais aussi que j'ai une sorte d'angoisse, le terme ne me paraît pas excessif, une sorte d'angoisse à ne pas avoir le temps d'achever mon œuvre. Alors, quand je dis mon œuvre, attention, je ne parle pas d'une œuvre intellectuelle ou d'une œuvre philosophique qui aurait vocation à marquer l'histoire. Je parle de mon travail de vulgarisation et du fait que j'ai l'ambition de créer la plus grande vidéothèque de vulgarisation philosophique francophone. Autrement dit, j'ai encore énormément de travail, il me reste encore énormément d'auteurs à aborder, d'auteurs sur lesquels je dois revenir, de concepts à explorer. Et c'est tout bête, mais quand on approche la quarantaine, on commence à comprendre, à ressentir dans sa chair le fait que la vie c'est très court, que le temps passe vite. Et donc vient forcément un moment d'angoisse où on a l'impression qu'on court après le temps et qu'on n'aura jamais le temps de finir. Donc je dirais que cette angoisse qui m'anime et qui m'habite, c'est à la fois une bénédiction, parce que c'est ce qui me donne de la motivation, et en même temps une malédiction, parce que ça crée un inconfort permanent. L'inconfort de me dire qu'il me reste encore tant de choses à faire, l'inconfort de me dire que je n'aurai jamais le temps de tout faire, et donc ce sentiment d'urgence permanente qui fait que mon âme n'est jamais en repos. Question suivante. Sur quoi porte le livre que tu prévois de sortir en septembre? Merci pour la question, parce qu'effectivement, ceux d'entre vous qui sont abonnés à ma page Instagram sont déjà au courant, parce que j'en ai parlé, mais la grande majorité d'entre vous ne le savent pas. Je vais sortir un livre en septembre. Alors pour l'instant, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre ? Je peux vous dire que ce sera un livre de vulgarisation de la philosophie, forcément, vous me connaissez, qui va se présenter sous la forme de 20 chapitres, chaque chapitre étant consacré à la pensée d'un philosophe. Et la particularité de ce livre, c'est que chaque chapitre va démarrer par une histoire qui a pour but d'illustrer la pensée du philosophe dont je parle. Donc par exemple, le chapitre sur Schopenhauer va s'ouvrir sur l'histoire de Jonathan Meyer. Jonathan Meyer, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être parce qu'un documentaire Netflix lui a été consacré. C'est quelqu'un qui est surnommé l'homme aux 1000 enfants. L'homme aux 1000 enfants parce que pendant des années, il a donné son sperme à des banques de sperme et que la légende raconte que, à partir de sa semence, plus de 1000 enfants auraient été conçus. Donc dans ce chapitre, je raconte l'histoire de Jonathan Meyer et je montre en quoi cette histoire illustre le concept schopenhauerien de vouloir vivre. Je consacre un chapitre à Simone Weil, la philosophe. J'expose la pensée de Simone Weil sur l'incompatibilité entre la politique et la vérité. Et pour illustrer ça, j'ouvre le chapitre sur l'histoire bien connue de Colin Powell devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Colin Powell qui n'a pas hésité à mentir devant le Conseil de sécurité sur la prétendue fabrication d'armes chimiques par Saddam Hussein, ce qui a ensuite permis de justifier aux yeux de l'opinion l'intervention militaire américaine en Irak. Et je fais ça pour les 20 philosophes dont je parle dans ce livre, c'est-à-dire je commence par une histoire et ensuite j'explique sa pensée. Alors sachez que quand ce livre va sortir, évidemment je vous tiendrai informé, évidemment vous serez les premiers au courant, mais si vous voulez être certain de ne pas rater la sortie du livre, bien ce que je vous propose c'est de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description, qui va vous permettre de vous inscrire sur une liste d'attente, ce qui veut dire que le jour où le livre va sortir, vous recevrez directement un mail qui vous en informera. Et alors normalement, je dis normalement parce que je suis un peu superstitieux et que je n'aime pas parler des choses avant qu'elles soient réalisées,
Mais normalement, ce livre s'appellera « La philosophie, c'est pour vous aussi ». Voilà, je pense que je vous reparlerai de ce livre et je vous en reparlerai beaucoup parce que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai mis beaucoup de mon énergie et beaucoup de ma passion dans l'écriture de ce livre. Et sincèrement, je suis très fier du résultat et j'ai vraiment hâte que vous l'ayez entre vos mains pour pouvoir en juger. Question suivante. Pourrais-tu faire une vidéo top 5 de tes concepts philosophiques préférés, à découvrir et à approfondir ? Alors oui, et ça, je pourrais même le faire maintenant, c'est-à-dire vous donner 5 concepts philosophiques parmi ceux que j'estime les plus importants. Je commencerai par le concept de dialectique, puisque la dialectique, c'est ce qui permet de comprendre la logique d'évolution des choses. La dialectique, c'est une notion qu'on retrouve principalement chez Hegel, cette idée que tout passe par son contraire, que la confrontation et la contradiction sont les moteurs de l'évolution, que ce soit l'évolution de la conscience, mais aussi l'évolution de la réalité elle-même. La dialectique, je pense vraiment que c'est un concept clé parce que ça permet de sortir de la vision binaire des choses. Dans une vision binaire des choses, on va considérer qu'il y a le vrai d'un côté, le faux de l'autre. Dans une vision dialectique, on considère au contraire que le faux fait partie du vrai, que le faux est une étape, qu'il est un moment du vrai. Et donc, quand on a une vision dialectique de la vérité ou de la réalité, on comprend en quoi l'erreur fait partie du processus. Et donc, dans une vision dialectique des choses, quand on est confronté à quelqu'un dont on pense qu'il a tort ou dont on pense qu'il est complètement à côté de la plaque, on développe une attitude non pas de rejet et de dénigrement, mais de compréhension et d'intégration. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre à quelle étape du cheminement de la conscience correspond sa manière de penser. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans l'acceptation de tout et n'importe quoi, ça ne veut pas dire non plus qu'on est dans le relativisme absolu, mais ça veut simplement dire qu'on privilégie l'inclusion à l'exclusion. Dans une vision dialectique, rien ne doit être exclu parce que tout participe de la vérité. Et de ce point de vue-là, je dirais que la ligne directrice de ma chaîne, qui consiste à parler d'un maximum de philosophes et d'un maximum de pensées différentes, ça s'inscrit dans une vision dialectique. C'est-à-dire que chaque épisode va servir à présenter une pensée, donc une certaine manière de voir le monde, et que la vérité ne se situe pas dans tel ou tel épisode, c'est-à-dire dans telle ou telle manière de voir le monde, mais dans la totalité des manières de voir le monde. Donc ce pluralisme qui est inscrit dans l'ADN de ma chaîne, il participe de cette vision dialectique. Le deuxième concept qui me paraît important, c'est le concept de liberté, plus exactement le concept de libre arbitre, associé évidemment au concept de déterminisme. Vous le savez si vous me suivez parce que c'est l'une de mes marottes. Je fais partie de ces déterministes paradoxaux, c'est-à-dire de ces déterministes qui considèrent que la notion de liberté a un sens. Je pense qu'il ne faut pas rejeter purement et simplement le concept de liberté sous prétexte que tout est déterminé, parce que je pense que c'est du même niveau que de rejeter l'idée qu'on puisse marcher vers l'ouest sous prétexte que la Terre tourne vers l'est. Donc oui, je pense que tout est déterminé, mais je pense également qu'il y a plus ou moins de liberté et que ce plus ou moins de liberté dépend du degré de conscience et de compréhension qu'on a de la chaîne de causalité. Troisième concept que je mettrai en avant, c'est le concept d'aliénation. Alors le concept d'aliénation, j'en ai parlé dans un de mes épisodes sur Marx, puisque Marx fait partie des auteurs qui ont parlé de l'aliénation. Et moi, ce qui me semble extrêmement pertinent dans ce concept d'aliénation, en lien d'ailleurs avec le concept de libre arbitre, c'est justement l'idée qu'il ne suffit pas d'avoir un sentiment de liberté pour être réellement libre. C'est l'idée qu'il ne suffit pas de croire qu'on n'est pas sous influence pour ne pas être sous influence. Et le concept d'aliénation, il est très important si on veut comprendre la mécanique psychologique qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à sortir de leur paradigme. C'est-à-dire considèrent que leur vision de la réalité correspond à la réalité. Quatrième concept, dans la continuité justement de ce que je viens de dire, le concept de paradigme. Ce concept de paradigme, j'en ai parlé dans mon épisode sur Thomas Kuhn, et il me semble extrêmement important pour comprendre en quoi nous ne vivons pas dans le même monde. Nous ne vivons pas dans le même monde, ça veut dire que nous avons l'impression de partager une réalité unique et objective,
alors qu'en réalité, nous vivons tous dans notre propre représentation de la réalité. Donc c'est ça un paradigme, c'est un mode de représentation de la réalité, et c'est un concept qui permet de comprendre que la plupart des conflits intellectuels ont pour origine un conflit de paradigme. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression de parler de la même chose, de parler de la même réalité, mais on ne se rend pas compte que la réalité dont on parle, c'est la réalité telle qu'on la vit, telle qu'on la voit et telle qu'on l'éprouve. Et donc il est évident que deux personnes qui vont avoir des sensibilités différentes, des vécus différents, des rapports différents au monde et aux autres, à un moment donné vont se retrouver dans une situation d'incompréhension et d'irréconciliabilité de leur point de vue, parce que l'écart paradigmatique qui les sépare fait qu'elles ne vivent littéralement pas dans le même monde. Donc ça c'était pour le 4e concept, le concept de paradigme. J'en ajouterai un 5e qui est le couple de concepts nature-culture. Nature-culture, c'est un couple de concepts extrêmement classiques en philosophie, mais dont j'ai tendance à penser qu'il est encore très mal compris, c'est-à-dire compris uniquement sous l'angle de l'opposition. Et je pense que s'il est vrai qu'il y a une opposition entre le concept de nature et le concept de culture, il est fort dommageable de ne pas voir en quoi l'un s'articule à l'autre. Je veux dire par là que la culture, ce n'est pas simplement la suppression ou la négation de la nature. La culture est aussi, sous certains aspects, le prolongement de la nature. Et pourquoi je dis ça ? Parce que bien souvent, on voit des partisans de la nature qui s'opposent à des partisans de la culture. Autrement dit, d'un côté, des gens qui pensent qu'il faut suivre la nature, qu'il faut obéir à la nature, et face à eux, des gens qui pensent que la nature n'existe pas, parce que tout n'est que construction sociale. Et là où j'ai envie d'intervenir, c'est pour dire aux uns et aux autres, vous êtes peut-être en train de parler de la même chose. Peut-être que la nature de l'être humain, c'est la culture, c'est la capacité à créer de la culture. Autrement dit, peut-être que la nature de l'être humain, c'est la capacité à s'affranchir de la nature. Et si on comprend ce rapport dialectique entre la nature et la culture, très vite on cesse de les opposer. Donc c'est là-dessus que j'insisterai sur le fait que penser la nature et la culture en termes simplement d'opposition, ça ne me semble pas être la meilleure manière de comprendre ces deux concepts. Donc je récapitule, dialectique, liberté-déterminisme, aliénation, paradigme, nature-culture. Question suivante. Est-ce que tu t'auto-censures dans tes vidéos podcasts ? Alors non, je ne m'auto-censure absolument jamais, je ne l'ai jamais fait et j'ose espérer que je ne le ferai jamais. Alors il est possible que dans certains de mes épisodes, j'ai tenu des propos, j'ai utilisé des exemples qui ont pu heurter certaines sensibilités, pour ne pas dire certaines susceptibilités. Et ça, c'est quelque chose que je revendique et que je n'ai pas du tout l'intention de brader, cette liberté de ton, cette liberté dans le choix de mes exemples, dans le choix de mon vocabulaire. Je sais que prendre la parole, c'est prendre le risque d'offenser. Et plutôt que de me cacher derrière mon petit doigt et d'employer des euphémismes ou d'employer des périphrases, eh bien je suis pour assumer frontalement ce risque d'offenser, ce risque de blesser, ce risque de vexer, parce que je pense que plus on assume de dire les choses, telles qu'on les pense, telles qu'on les comprend, telles qu'on les voit, et plus en réalité on réduit le risque que les gens soient offensés. Souvent on a l'impression que pour ne pas blesser les gens, il faut prendre des précautions oratoires, il faut les préparer psychologiquement en leur disant ce que je vais te dire risque de ne pas te plaire, etc. Et moi j'ai l'impression qu'en faisant ça, on crée l'effet exactement contraire. C'est-à-dire qu'on crée de l'offense là où peut-être il n'y en aurait pas eu. Je pense que dire les choses de manière directe, sans peur, sans appréhension, sans préjuger de ce que va en penser l'autre, c'est le meilleur moyen de désamorcer. C'est le meilleur moyen de faire comprendre à l'autre que ce qu'on dit n'est pas une offense. Après, si la question c'est de savoir si je m'interdis de parler de certains auteurs jugés trop sulfureux, jugés trop polémiques, la réponse est non. Je pense avoir démontré que je n'étais pas dans l'autocensure, notamment avec mon épisode sur Schopenhauer et les femmes. Parce qu'évidemment, parler de Schopenhauer et des femmes, pour certaines personnes, c'est suffisant pour être qualifié de complicité à l'égard de Schopenhauer et de sa misogynie.
Mais voilà, si le but c'est simplement de faire un épisode par pure provocation ou par pure polémique, ça m'intéresse pas. Ça m'arrive régulièrement qu'on me suggère de faire un épisode sur la pensée d'Adolf Hitler par exemple. Je n'ai plus 14 ans, mon objectif dans la vie ce n'est pas de faire le rebelle, ce n'est pas de choquer la bien-pensance. Mon objectif c'est de parler d'auteurs que je juge intéressants et d'essayer de le faire d'une manière intéressante. Question suivante. Penses-tu traduire tes vidéos en plus de langues ? Alors ce n'est pas encore prévu, même si à long terme j'aimerais bien le faire. Donc là cette question fait référence au fait qu'il y a peu, j'ai ouvert une chaîne en anglais, une chaîne sur laquelle je vais publier progressivement l'intégralité des épisodes de ma chaîne, mais en version anglaise. Alors je suis assez content du lancement de cette chaîne, on en est déjà à plus de 5000 abonnés, et certains des épisodes ont extrêmement bien fonctionné. Je pense par exemple à l'épisode sur Schopenhauer qui a fait plus de 30 000 vues. Et donc effectivement, il est possible que dans un avenir plus ou moins lointain, je lance ma chaîne en espagnol, en portugais, en italien, en allemand. Donc affaire à suivre, mais si vous ne saviez pas que j'ai lancé ma chaîne en anglais, eh bien je vous invite à la partager à tous vos amis anglophones, j'ai mis le lien dans la description. Question suivante. Es-tu plus apollinien ou dionysiaque ? Alors je dirais que je suis fondamentalement un dionysiaque qui progressivement s'est apollonisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense être plutôt quelqu'un de pulsionnel, mais je suis en même temps quelqu'un qui a appris à mettre de l'ordre et de la structure dans l'expression de sa pulsion. C'est-à-dire par exemple que la plupart des décisions importantes que j'ai prises dans ma vie, je ne les ai pas prises après un long délai de réflexion. J'ai pris ces décisions sous l'effet d'une pulsion ou d'une impulsion, et ensuite j'ai mis de la raison dans la manière de mener à terme ces décisions. Donc je dirais que je suis un petit peu à la lisière entre le dionysiaque et l'apollinien. Je ne suis pas un dionysiaque pur parce que j'ai quand même besoin qu'il y ait un peu d'ordre, un peu de règles, un peu de discipline. Typiquement, je ne pourrais pas faire le travail que je fais sur ma chaîne si je n'étais pas un minimum ordonné et discipliné. Et puis il y a aussi le fait que vivre une vie dionysiaque, ça peut vite devenir épuisant et que j'arrive à un âge où je suis obligé de m'économiser. Question suivante. Philosophie, amour de la sagesse. Te vois-tu aujourd'hui comme un sage ? Alors, pas du tout, et vraiment je le dis sans fausse modestie, je ne me vois pas comme un sage, du simple fait de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'angoisse qui m'anime au quotidien, qui fait que mon âme n'est jamais totalement en repos, c'est-à-dire ce sentiment que j'ai au fond de moi, qu'il me reste encore beaucoup de choses à accomplir, et que tant qu'elles ne seront pas accomplies, je ne serai pas dans un état de sérénité. Alors en même temps que je dis ça, j'ai bien conscience que l'un n'empêche pas l'autre, et qu'on peut parfaitement être quelqu'un de serein, tout en accomplissant un travail et une œuvre personnelle. Mais justement, je n'en suis pas encore à ce niveau de sagesse, je n'en suis pas encore à ce niveau d'équilibre. Je dirais pour parler comme un professeur que je suis en bonne voie, mais qu'il me reste encore des efforts à fournir. Question suivante. Est-ce qu'il est possible ou normal d'avoir adhéré à plusieurs courants philosophiques ? Alors ça c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu lors d'une précédente FAQ, et ma réponse est toujours la même, oui. Et personnellement, je trouve même très sain d'adhérer à plusieurs courants philosophiques, de ne pas avoir une référence philosophique unique qui serait la réponse à tout. Parce que n'adhérer qu'à un seul courant philosophique et considérer que tous les autres ont tort, pour moi, c'est une des premières manifestations du sectarisme. C'est quoi le sectarisme ? C'est l'absolutisation d'un point de vue, et c'est le fait de considérer que tout ce qui n'est pas ce point de vue est contraire à ce point de vue. Moi, je me vante d'avoir dans mes références philosophiques Hegel, Platon, Spinoza, Schopenhauer, même Sartre, parce que Sartre, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il ne fait pas partie de mon panthéon philosophique, mais force est de constater que quand je lis certains passages de son œuvre, il m'arrive très régulièrement d'être d'accord. Et donc au lieu de me dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal que je sois d'accord avec Sartre sur tel ou tel sujet, comme si je commettais un crime de pensée en étant d'accord avec lui, plutôt que de me dire ça, je préfère me demander est-ce que Sartre nourrit ma réflexion, est-ce qu'il enrichit ma vision du monde ?
Est-ce qu'après l'avoir lu, je suis quelqu'un qui comprend un peu mieux ou pas la réalité? Donc je dirais que c'est très important de ne pas avoir honte d'être d'accord avec certains auteurs dont on juge qu'il serait honteux d'être d'accord avec eux. C'est quoi le but de la philosophie? C'est de penser mieux. Et penser mieux, ce n'est pas exclure a priori de notre champ de conscience des auteurs dont on estime qu'il est honteux d'être d'accord avec eux. Si quelqu'un que je n'aime pas, ou si quelqu'un que je trouve bête, dit quelque chose que je trouve intelligent, est-ce que c'est faire preuve d'intelligence que de le rejeter? Est-ce que la bêtise n'est pas précisément le fait de s'empêcher d'être d'accord avec quelqu'un quand il dit quelque chose d'intelligent? Bien moi, c'est comme ça que j'essaie de fonctionner au quotidien, c'est-à-dire d'essayer d'extraire le meilleur autour de moi. Et si ça me met en situation d'être d'accord avec des auteurs qui ne disent pas du tout la même chose, eh bien, grand bien m'en fasse. Question suivante. En quoi philosopher est-il un acte de résistance? Philosopher est un acte de résistance au sens où philosopher, c'est affranchir la pensée de la dictature de l'émotion. Question suivante. Comment as-tu pris la décision d'avoir un enfant au vu du monde instable qui nous attend? Alors, ça, je dois dire que c'est quelque chose que j'entends souvent et que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que je sache, toutes les périodes de l'histoire ont été marquées par l'instabilité et je dirais même que nous sommes dans une période beaucoup plus stable que celle qu'ont connue nos grands-parents, par exemple, puisque nos grands-parents ont vécu au moins une des 2 guerres mondiales. Et donc oui, le monde est instable, le chaos règne, mais si nos ancêtres avaient dû cesser de faire des enfants à chaque fois que c'était le chaos, il y a longtemps qu'on n'existerait plus. En fait, le raisonnement qui consiste à se mettre à la place des enfants qu'on n'a pas, en se disant qu'ils vont nous reprocher de les avoir mis au monde au vu de l'état du monde, je pense que c'est le raisonnement de quelqu'un qui veut rationaliser sa peur. Il y a une différence entre raisonner et rationaliser. Rationaliser, ça veut dire donner une apparence rationnelle à son émotion. Et moi, quand j'entends des gens dire qu'il ne faut pas avoir d'enfants dans un monde instable, j'entends des gens qui rationalisent, c'est-à-dire qui essaient de trouver des arguments rationnels pour justifier leur peur. Je pense pas qu'on ait des enfants parce que le monde est stable. Parce qu'à ce compte-là, les gens qui vivent en situation de précarité ne devraient pas avoir d'enfants. Donc ça veut dire que seuls devraient avoir des enfants les personnes qui ont les moyens de les élever dans des conditions idéales. En fait, qui sommes-nous pour juger qu'une vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Je trouve que ce discours, derrière des apparences de sagesse, exprime en réalité une véritable arrogance. Toujours selon cette logique, pourquoi entreprendre des projets à long terme puisque de toute façon nous allons tous mourir? Pourquoi acheter une maison puisque dans 100 ans on ne l'habitera plus? Pourquoi faire son lit le matin puisqu'on va se coucher le soir? Pourquoi faire des enfants dans un monde instable? Parce que nous sommes vivants. Question suivante. Que sommes-nous sans l'art? Je pense que nous sommes des êtres amputés d'une dimension essentielle de leur être, à savoir leur sensibilité, et qu'une vie amputée de sensibilité est peut-être pour le coup une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Question suivante. Le bonheur n'est-il qu'hormonal? Alors ça, c'est une question que je trouve très intéressante. Parce que, en tant que vulgarisateur de philosophie, on pourrait s'attendre à ce que je réponde il est évident que le bonheur, ça va bien au-delà de l'activité hormonale. Pour autant, le bonheur, en termes de ressenti, donc ce qu'on appelle le bien-être, on sait que c'est très lié aux hormones. La dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, ce qu'on appelle les hormones du bonheur, si on les appelle les hormones du bonheur, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elles provoquent une réelle sensation de bien-être. Et donc je suis pour qu'on ne fasse pas du bonheur une question purement abstraite, une question purement philosophique, c'est-à-dire une question qui serait uniquement liée à la compréhension et à l'acceptation. Je pense qu'il y a effectivement une dimension chimique du bonheur et que cette dimension chimique ne doit pas être balayée d'un revers de main, qu'elle ne doit pas être dénigrée au motif que la chimie, c'est pas philosophique. Et si je voulais être un peu provocateur, je dirais que ce n'est peut-être pas un hasard si les philosophes les plus malheureux étaient en même temps les plus seuls donc privés d'ocytocine, l'hormone de la relation sociale,
et en même temps n'étaient pas de grands adeptes de l'activité physique, donc privés de dopamine, puisque la dopamine, c'est l'hormone de la récompense après l'effort. Donc je ne dis pas que la problématique du bonheur se réduit à une problématique d'ordre chimique, je dis seulement qu'il ne faut pas dénigrer ce genre de considération. Question suivante. Que pensez-vous du mariage à un jeune âge ? Je pense que la jeunesse est le meilleur moment pour faire des bêtises. Êtes-vous franc-maçon ? Trop de ressemblance par la façon d'aborder les sujets. Alors non, je ne suis pas et je n'ai jamais été franc-maçon. On m'a approché pour me proposer d'entrer dans une loge, mais je dois dire que je n'ai pas donné suite, parce qu'à l'époque j'avais encore pas mal de préjugés sur la franc-maçonnerie, que je voyais véritablement comme une bande d'illuminés qui utilisaient le prétexte de la spiritualité pour faire du business et pour faire du réseau. Alors entre-temps, j'ai révisé mon opinion parce que j'ai rencontré des francs-maçons, parce que je me suis intéressé à la franc-maçonnerie, intéressé au sens d'étudier le corpus théorique, même si en réalité on ne peut pas vraiment parler de théorie maçonnique, puisque la franc-maçonnerie c'est d'abord une confrérie initiatique. Mais disons que le sujet de la franc-maçonnerie m'intéresse. J'avais d'ailleurs commencé à travailler sur un épisode sur la franc-maçonnerie, mais j'ai finalement renoncé parce que trop de références, trop de travail, et au bout d'un moment, je n'arrivais plus à remettre de l'ordre dans tout ça. Question suivante. Pour toi, qu'est-ce qu'une personne intelligente ? Une personne intelligente, c'est une personne capable d'entendre des points de vue qui ne sont pas les siens sans les juger ni les dénigrer. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui serait pour toi une vie réussie ? Et considères-tu que cela est ton cas ? La grande question, la fameuse question, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Je dirais qu'il y a deux écoles. Une vie réussie peut être une vie heureuse, mais ça peut être aussi une vie accomplie. Une vie accomplie, c'est une vie qui n'est pas forcément une vie de tout repos. C'est une vie qui peut s'accompagner d'énormément d'anxiété, d'angoisse, de doute, d'inquiétude. Mais c'est une vie dans laquelle on se lève tous les matins pour faire quelque chose qui a du sens. Pour ma part, je dirais qu'il est peut-être encore un peu tôt pour savoir si j'ai eu une vie réussie. Mais ce qui est certain, c'est que quand je me lève tous les matins, je sais que c'est pour faire quelque chose qui a du sens. Vous parlez de philosophie comme je le fais depuis maintenant 7 ans, et espérer pouvoir continuer à le faire pendant de nombreuses années encore, je pense que ça a du sens, et je pense aussi que si j'arrive à tenir jusqu'au bout, je pourrais dire que j'aurais eu une vie réussie. Mais il faut bien comprendre que ce que je suis en train de vous dire là, c'est le point de vue de quelqu'un qui a encore la tête dans le guidon. C'est le point de vue de quelqu'un qui n'a pas encore le recul suffisant sur sa vie pour savoir si j'ai fait les bons choix, j'ai bien agi, est-ce que je ferais la même chose si c'était à refaire ? Tout ça, je pense que ce sont des questions auxquelles on a la réponse qu'à la fin de sa vie, et encore, si on les a. J'ai souvent dit, la vie c'est un brouillon dont on n'écrira jamais la version au propre. Eh bien aujourd'hui, malgré toutes les choses positives qui m'arrivent dans la vie, malgré le fait que je sois devenu père, malgré le fait que j'ai aujourd'hui 1 million d'abonnés sur ma chaîne, je fais toujours partie de ces gens qui ne savent pas s'ils ont réussi leur vie, ni même s'ils savent ce que ça veut dire réussir sa vie. Mais s'il y a une chose dont je suis quasiment certain, c'est que dans la vie, on peut perdre beaucoup de choses. On peut perdre l'amour, on peut perdre ses proches, on peut même perdre ses enfants. Mais on ne peut pas perdre tout ce qu'on a fait et qui avait du sens. Une vie, c'est très court, c'est tragiquement court, mais tout ce qui a du sens nous survit.